la soirée. Alexandro Franco. Bonsoir Alexandro. Bonsoir Elodie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et là, tu es professeur et chercheur à l'université de Picardie, Jules Verne, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et tu vas nous parler de comment faire de meilleures batteries en utilisant l'intelligence artificielle. Tout à fait. Voilà. Eh bien, je te laisse présenter ça. Hop, et je m'en vais pour te laisser tout le stream. À tout à l'heure. Merci Elodie, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bon, je vais vous faire une présentation à la croisée entre les batteries et l'intelligence artificielle, effectivement. Et donc, je vais commencer ma présentation avec un rappel qu'on habite dans quelque chose qu'on appelle l'univers. Tout d'abord, donc c'est un univers qui est immense, en fait, qui est très grand par rapport à la taille de la Terre. Dans cet univers-là, il y a plein de choses qui se passent. Donc, on a plein de galaxies, on a plein de systèmes planétaires, on a plein de planètes. On en découvre d'ailleurs de plus en plus, dont la Terre, dans lesquelles il y a de la vie. Il y a encore des choses qui se passent. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à toutes ces différentes échelles, de l'infiniment grand de l'univers jusqu'à l'infiniment petit, les molécules, les cellules, etc. Donc, il y a un dynamisme. Il y a des choses qui bougent, en fait. Et suivant, donc, on explique ce dynamisme à ces différentes échelles en utilisant un concept. Et ce concept-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie, en fait. C'est l'énergie qui rend le dynamisme à l'univers à toutes les échelles, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Mais c'est quoi l'énergie au juste? En fait, les philosophes, les chimistes, les mathématiciens, les physiciens, ils se sont posés ces questions depuis très longtemps. Et on n'arrive pas à définir ces concepts de manière très précise. La seule chose qu'on sait dire sur l'énergie, c'est qu'il y a deux propriétés. La première, c'est que l'énergie peut adopter différentes formes. Et la deuxième, c'est que cette énergie peut se transformer entre ces différentes formes et tout en se transformant, elle va se conserver. Exactement lorsque, par exemple, on va avoir un peu trop de pente, d'accord, et l'énergie est stockée dans la bière, il va se transformer en énergie un peu massique, en forme de graisse, dans nos ventres. Okay? Exactement avec ces mêmes idées et ces mêmes philosophies de la transformation des différents types d'énergie, il y a eu Volta, Alessandro Volta, un chercheur italien, qui a beaucoup travaillé sur la transformation de l'énergie chimique, l'énergie contenue dans les substances chimiques, en électricité. Et il a eu l'idée, en fait, il a inventé quelque chose qui s'appelle la batterie qui permet de transformer l'énergie chimique en électricité. Là, je vais vous montrer dans cette image donc une batterie qu'on peut faire tous à la maison. C'est ce qu'on appelle ici la batterie au citron. Il suffit de mettre les bons matériaux dans les bons lieux, dans les bons milieux, et vous allez avoir la génération spontanée des électrons qui vont se mettre à circuler entre ces différents matériaux. Dans le cas de la batterie au citron, en fait, vous avez deux électrodes. Donc, une électrode qui est faite par un clou de 5, une pièce de monnaie en cuivre, donc c'est le deuxième électrode. Si vous branchez avec des câbles sur des électrodes avec un LED, donc le LED, il va s'illuminer. Ces électrodes-là, ici, ils plongent dans l'acide citrique, donc présent dans ces citrons. Et donc, ces générations spontanées d'électrons, donc ça arrive parce que vous mettez exactement un électrode en 5, exactement une pièce en cuivre, exactement dans un acide citrique. Ça ne va pas marcher avec n'importe quel mélange de matériaux. Avec ces mêmes philosophies, donc des batteries qui combinent différents matériaux, les bons matériaux pour générer des courants de manière spontanée. Donc, il y a eu ces trois messieurs-là qui ont gagné les prix Nobel de chimie en 2019 parce qu'on leur attribue l'invention de ce qu'on appelle les batteries au lithium. Ces batteries au lithium qui alimentent beaucoup des technologies qui nous entourent, notamment les smartphones, qui ont permis vraiment l'émergence des smartphones. Et aussi qui permettent la réémergence des voitures électriques. Ces batteries au lithium, ils ont été commercialisées pour la première fois en l'année 91 et ils présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux batteries au citron. Donc, tout d'abord, ils sont rechargeables. Ils occupent un petit volume, donc ils sont légers, et ils permettent de stocker beaucoup d'énergie dans un petit volume et dans un petit poids. Ces batteries au lithium, ils sont en principe de fonctionnement assez simple. Vous avez à nouveau les deux électrodes, donc une électrode qu'on appelle pôle- et une électrode qu'on appelle pôle+. Lors de la décharge, les électrons circulent de pôle- au pôle+, et en même temps, vous avez la circulation des ions lithium entre le pôle- et le pôle+ à travers un séparateur. Un ion lithium, c'est un atome de lithium chargé positivement. Et lors de la charge, on va avoir le processus inverse. Les électrons vont circuler de pôle+ au pôle-, et l'ion lithium va faire exactement le contraire. Il va revenir à son point de départ. Ces électrodes-là dans une batterie lithium-ion, ils ne sont pas faits de zinc et de cuivre. Ils sont faits par un mélange complexe de matériaux
constitué par quelque chose qu'on appelle les matériaux actifs, qui va venir loger ou déloger le lithium lors du fonctionnement de ces batteries, les carbones, qui sert à conduire les électrons dans cette électrode, et une colle qui est faite d'un polymère. Okay? Et selon comment ces matériaux sont organisés dans l'espace, donc on va avoir différentes propriétés pratiques des électrodes des batteries au lithium, comme l'autonomie, le temps de recharge et la durée de vie. La forme de ces électrodes, l'organisation spatiale de ces matériaux dans ces électrodes dépend comment on les fabrique. Et fabriquer une électrode de batterie au lithium, c'est exactement comme faire la cuisine, en fait. Vous avez différentes étapes. Vous ne devez surtout pas vous tromper sur les ingrédients et sur les étapes de la recette. La première étape, c'est faire une pâte dans laquelle on va mélanger les matériaux, donc on utilise un mixeur. Puis, on va mettre ces pâtes dans un four pour sécher les liquides, en fait, quelque chose qu'on appelle les solvants, ok, pour former à la fin, à la sortie des fours, donc l'électrode, ok, qui va être une couche noire déposée sur une feuille métallique. Puis, on va effectuer ce qu'on appelle les pressages, dans lesquels on va chercher à améliorer les contacts électriques entre les particules. Ces pressages-là, ça ressemble beaucoup à étirer une pâte, ok, lorsqu'on prépare un gâteau ou une pizza, par exemple. Et puis, donc, l'électrode qui en résulte, on va le remplir avec un liquide qui est essentiel pour le fonctionnement des batteries, c'est ce qu'on appelle l'électrolyte. Et ça, c'est un petit peu comme, par exemple, on remplit un baba rhum avec du rhum, ok? Donc, vous voyez, faire une batterie, c'est exactement comme faire la cuisine. Les gens qui font des manips, donc les expériences, donc comme nous, donc on est souvent confrontés du coup à un très gros nombre de paramètres en fait sur lesquels il faut jouer pour trouver la meilleure recette pour faire le meilleur électrode et la meilleure batterie. Donc ça c'est que il y a tellement de paramètres que c'est très difficile de trouver les meilleures recettes. Et donc du coup on dépense beaucoup d'argent en train d'essayer différents paramètres et aussi on dépense beaucoup de temps. Et donc, dans mon équipe, ce qu'on développe, c'est des programmes informatiques, donc basés sur l'intelligence artificielle, afin d'aider à l'expérimentateur à trouver les meilleures recettes et les meilleures combinaisons de paramètres. Les programmes d'intelligence artificielle, ils nous entourent déjà dans pas mal d'applications. Par exemple, dans nos boîtes mail, pour filtrer les spams des bons courriers. Mais aussi, ils boostent les moteurs de recherche sur le web, comme Google. Si vous écrivez sur Google PantoF, Google va vous suggérer PantoScience, parce que c'est en fait un algorithme d'intelligence artificielle qui a appris que d'autres personnes précédemment, ils ont cherché PantoScience sur Google. Donc, du coup, la prochaine personne qui cherche le même PantoF, donc il va suggérer, il va prévoir, il va prédire PantoScience. Okay? Donc, c'est un algorithme qui permet de faire la prédiction, en fait. Dans ces contextes-là, donc, dans mon équipe, on s'en sert de l'IA pour prédire les meilleures recettes pour faire les meilleures batteries. Et donc, comment on fait ça? Tout d'abord, on collecte beaucoup de résultats expérimentaux. Donc, on cuisine différentes batteries, suivant différentes recettes, différents ingrédients. Avec ces données-là, donc, on entraîne l'IA, l'intelligence artificielle, qui devient de plus en plus bonne. Et une fois que ce programme est suffisamment entraîné, il est capable, donc, du coup, de prédire l'influence des paramètres de cuisine sur ce qu'on peut s'attendre en termes de performance des batteries. Okay? Donc, si un chercheur imagine une recette particulière, donc il peut demander à l'intelligence artificielle qu'il lui dise qu'est-ce qu'on prévoit en termes de performance des batteries. On a développé en fait une intelligence artificielle qui est capable de prédire en 90% des cas la réponse correcte. Okay? C'est une intelligence artificielle de coup très performante. Cette intelligence artificielle aussi, elle peut être utilisée pour prédire des recettes complètement nouvelles, a priori. Okay? De nouvelles recettes qu'on n'a pas encore explorées d'un point de vue expérimental pour arriver à constituer, à faire des batteries encore plus performantes que celles qui nous entourent aujourd'hui par rapport aux batteries lithium-ion spécifiquement parlant. Ces projets-là dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça s'intègre en fait sur un concept qu'on appelle Industrie 4.0, dans lequel on cherche à faire travailler l'humain en équipe avec la machine intelligente. Et dans mon laboratoire aussi, on travaille beaucoup sur la réalité virtuelle. Donc, dans les festivals PantoScience Physique, donc j'ai l'habitude d'amener les casques de réalité virtuelle. Donc, je fais tester aux gens la réalité virtuelle. Et avec cet outil-là, donc, on peut vraiment naviguer à l'intérieur des électrodes pour comprendre comment ils sont faits et pour comprendre comment les paramètres de fabrication influencent leur architecture, leur géométrie. Okay? Et tous ces travaux-là, donc, ils sont menés dans le contexte d'un projet européen, donc financé par le Conseil européen de la recherche, dont je dirige, qui s'appelle Artistic, au Hub de l'énergie, qui est mon laboratoire, donc à Amiens, donc au nord de la France. Enfin, donc, cette idée d'intelligence artificielle pour les batteries peut être utilisée pour toute une famille de batteries, donc les unes les plus étonnantes que les autres, comme les batteries tout solides, dans lesquelles on remplace l'électrolyte liquide par un solide,
Les batteries faites avec des sels de cuisine, donc les batteries au sodium, des batteries au soufre, qui utilisent des soufres, qui peuvent être issus des volcans, des éruptions volcaniques, ou les batteries qui respirent, qui sont les batteries métallaires. Toutes ces batteries présentant certains avantages par rapport aux batteries lithium-ion classiques. Pour finir, je vais finir avec cette image dans laquelle ça nous rappelle qu'en fait, ce qu'on stocke dans une batterie, c'est l'énergie chimique, l'énergie électrique, mais c'est la même énergie en fait qu'on a là-haut dans l'univers, dans les étoiles, ok? Parce que l'énergie se transforme finalement, c'est toujours la même énergie qui adopte différentes formes. Et gérer cette énergie-là, c'est aussi l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, et notamment sur une énergie très importante, surtout dans ces temps de pandémie, que c'est ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance pour tenir debout en face de cette crise de Covid, pour rendre Pantheon Science à nouveau un événement physique, okay, on l'espère bientôt, et surtout la persévérance que nos chercheurs, les chercheurs qui travaillent à la recherche des vaccins, donc ils ont au jour pour trouver les solutions à ces crises, et aussi surtout les médecins et les infirmières qui sont au front de ces crises tous les jours dans nos hôpitaux. Donc, comme un hommage pour eux. Okay? Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Alejandro. C'était génial. Super intéressant. On va passer à la partie questions. Alors, moi, j'avais une petite question, peut-être une question bête, mais je vais y aller quand même. Qu'est-ce qui se passe dans une batterie soit je l'ai loupé, soit en fait, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans une batterie pour qu'au final, quand on a un téléphone tout neuf, la batterie tient toute la journée, puis au bout d'un an, en fait, elle tient plus que 2 heures? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe dans la batterie, c'est qu'il y a des phénomènes de dégradation. Donc, il y a certains matériaux qui vont se dégrader avec le temps. Donc, je vais parler rapidement de quelque chose qu'on appelle l'électrolyte, donc qui est nécessaire, qui est présent au sein des électrodes et au sein des séparateurs pour assurer l'échange des ions lithium d'un électrode à l'autre. Donc, cet électrolyte-là, il peut se dégrader dans le temps, notamment si on ne recharge pas de la bonne manière la batterie. Okay? Si, par exemple, on décharge complètement le téléphone, donc on va jusqu'au bout en termes de la batterie, ça peut être des conditions pas bonnes, donc ça peut induire des phénomènes de dégradation. Et donc, parfois, il vaut mieux, en fait, ne pas décharger complètement donc, la batterie. Donc, aller peut-être jusqu'à, disons, 20% ou 10% d'état de charge pour recharger, pour éviter d'arriver à ces états-là. Voilà. D'accord. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on entend de dire laisser décharger jusqu'au bout, c'est mieux. Mais en fait, c'est pas mieux pour la batterie. Ça dépend. Et en fait, je pense que l'ancienne génération de batteries, il y avait des effets qu'on appelait des effets mémoire, dans lesquels, oui, c'était peut-être recommandé donc, de décharger complètement la batterie. Donc, dans ces cas-là, oui, ça dépend beaucoup de matériaux, mais en général, oui, il est recommandé peut-être de ne pas trop décharger jusqu'au bout, quoi, pour ne pas dégrader l'électrolyte, par exemple, notamment. Voilà. D'accord. Alors, on a une question de Guillaume sur Facebook qui demande quel est le type d'algorithme utilisé pour la partie intelligence artificielle. Est-ce que c'est du deep learning? Donc, il va falloir nous expliquer ce que c'est que le deep learning en un mot. Et est-ce que cette IA a dû apprendre des propriétés physiques, de la physique? C'est une très bonne question, en fait. Pour la IA, donc on peut utiliser un très grand nombre des algorithmes, en fait. Les deep learning ou les réseaux de neurones, donc c'est une technique parmi plein d'autres. Okay? Et donc, ce qu'on fait dans les laboratoires, c'est on teste la performance à prévoir de toutes ces différentes techniques. Et après, on choisit les meilleures. Donc, il y a d'autres techniques dont je vais donner les noms en anglais, support vector machine, donc je ne sais pas trop comment traduire ça en français, mais bon, voilà. Il y a plein de techniques, random forest, ça fait un peu comme les forêts aléatoires, on m'a dit, ça c'est la traduction en français. Bon, chaque technique, donc il y a ses spécificités mathématiques, donc il va avoir différentes puissances de prévision. Et donc, on les choisit en fonction de ces puissances de prévision. Donc là, les meilleurs algorithmes qu'on a pu développer, donc il y a 90% des cas, ils donnent la réponse correcte. Donc ça, c'est le support vector machine, donc c'est une technique en particulier. Et voilà. Donc après, pour mettre les données physiques dedans, donc ça, c'est très difficile à faire. Et les algorithmes d'IA les plus répandus aujourd'hui, donc ils utilisent 100% des data, en fait. Donc il n'y a pas de la physique, en fait, c'est des data, des données. Et donc, il faut par contre s'assurer que les données sont propres. C'est-à-dire que les données sont reproductibles quand on fait des expériences et qu'ils sont de haute qualité, parce que sinon l'IA va faire une prévision qui est n'importe quoi, en fait. Donc, ça c'est la condition pour avoir une IA qui fonctionne bien, c'est avoir des données propres, voilà, de haute qualité. Mais mettre de la physique dedans, c'est compliqué, en fait. Donc, les IA d'aujourd'hui, ils ne font pas ça très bien. Ok, donc peut-être que l'IA du futur le fera. D'ailleurs, oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, on parle d'avoir la weak IA.
intelligence artificielle, la weak en anglais, c'est faible, l'intelligence artificielle faible, qui est basée presque 100% sur les data, sur les données. Donc après, il y a des chercheurs qui travaillent dans le domaine de la science computationnelle qui travaillent sur la IA forte. La IA forte, en fait, elle est censée avoir un peu plus d'intelligence dans le style humain, quoi. Voilà. Mais bon, ça, c'est des choses en développement. Il y a beaucoup de challenges à surmonter pour arriver à ça, quoi. Voilà. Top. Et merci en tout cas pour cette réponse. On a d'autres questions là qui sont en train d'arriver. On a Jean qui demande sur YouTube si on a vraiment des gains intéressants en capacité ou durée de vie de la batterie grâce à ces nouvelles recettes. Ça c'est ce qu'on cherche à démontrer en fait. Donc, en fait, dans les projets artistiques dont je dirige, donc on cherche à faire des modèles donc qui permettent de prévoir de nouvelles recettes, voilà, qui font vraiment une différence significative par rapport aux batteries d'aujourd'hui. On est confiant parce qu'on est arrivé en fait à avoir des programmes informatiques qui sont capables de prévoir correctement les résultats expérimentaux et aussi des résultats qu'on n'a pas encore acquis d'un point de vue expérimental. Mais on peut jouer par exemple sur des paramètres comme on appelle la densité énergie, c'est la quantité d'énergie que l'électrode de la batterie peut délivrer par unité de poids, par unité de volume. Donc ça c'est une propriété qui peut lier aussi à la manière d'organiser les matériaux au sein de la batterie. Donc on peut aussi jouer sur la puissance de la batterie, la vitesse que ces batteries est nécessaire de recharger, en fait, la vitesse dans laquelle on peut la recharger. Ça, c'est aussi lié à la manière dans laquelle ces matériaux s'organisent dans l'espace. Et c'est là où on attend une vraie contribution de ces modélisations, c'est de pouvoir, de ces intelligences artificielles, de pouvoir optimiser l'architecture des électrodes. Voilà. Et là, vraiment démontrer qu'il y a un gain significatif par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la recherche des batteries, il y a beaucoup d'améliorations liées aux matériaux, à la chimie des matériaux qu'on met dedans. Donc là, on peut avoir des gains qui ne vont pas être non plus énormément significatifs, mais c'est quand même des progrès. Donc c'est un progrès qui s'est fait de manière assez continue, quoi. Il y a eu beaucoup de progrès depuis 91, depuis la première batterie lithium-ion commercialisée, il y a eu vraiment beaucoup de progrès. Donc voilà, c'est fort à continuer. Et là, on espère que les IA pourront booster ça, pourront accélérer ces démarches d'amélioration des électrons. Top. Et alors là, on a une question de Signoche sur YouTube qui est très intéressante parce que c'est sur le processus de recherche un petit peu. Donc, pour trouver une nouvelle recette, est-ce que vous mettez des paramètres au hasard dans le modèle ou est-ce que vous pouvez trouver rapidement les meilleurs paramètres donnant la meilleure prédiction? Comment on fait pour rechercher comment ça se passe du coup? Bon, en fait, en pratique, donc on sait déjà par recul expérimental, lorsqu'on fait des manips, donc on fabrique des batteries, on sait qu'il y a des paramètres qui vont influencer plus que les autres l'architecture finale des électrodes et la performance associée, quoi, l'autonomie ou la durée de vie. Donc, on va jouer en priorité sur ces paramètres-là. Et donc, on va reproduire ces manips, des manips déjà faites, et on va faire d'autres afin de générer une base de données suffisamment conséquente pour alimenter les IA et permettre aux IA après de faire des prédictions les plus correctes possibles. Une fois que les IA font des prédictions correctes, donc on dit ils sont entraînés, on va les alimenter avec des nouvelles recettes et on va chercher à prévoir qu'est-ce qui va donner ces nouvelles recettes. Si le résultat est intéressant, donc là on va faire la manip, donc on va faire l'expérience pour voir si la IA avait raison, quoi. Voilà, et s'il a raison, on est très content. Ça veut dire l'IA, on démontre que c'est vraiment un guide à l'optimisation. Sinon, bon, l'IA doit retourner à l'école et doit continuer à être entraînée pour s'améliorer, pour au prochain coup, peut-être faire une prédiction qui soit correcte. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire dans les choix des paramètres, donc, qui viennent justement des domaines expérimentaux. Donc, c'est des systèmes sur lesquels on travaille donc, depuis les années 70, en fait, donc depuis leur invention. Et donc, il y a beaucoup de recul par rapport à ça. Malheureusement, il y a beaucoup de données qui ne sont pas reportées dans les publications scientifiques. Donc, ça, c'est aussi aujourd'hui un gros effort international en cours pour chercher à standardiser. Ça veut dire faire en sorte que les gens reportent tous les paramètres qu'ils utilisent pour faire des batteries. Et donc, ça sera vraiment cool parce que si on arrive à faire ça au niveau international, donc on aurait vraiment un très gros volume de masse de données qui pourrait être exploitable pour des IA pour faire donc du coup des prévisions encore plus précises et plus puissantes, quoi. Voilà. D'accord, top. On a juste un petit commentaire de Vincé sur YouTube qui disait super message de fin, merci sur la persévérance. Merci beaucoup. Et je voulais dire aussi que c'était effectivement un super message. Merci beaucoup. Et on va faire une petite dernière mini question d'Amaury Carade d'Amaury sur YouTube qui nous demande est-ce qu'on sait si l'IA forte c'est juste un doux rêve aujourd'hui ou si on peut s'y attendre dans un futur pas incroyablement lointain?
Wow. Bon, alors, il y a beaucoup d'efforts dans ces domaines, dans les sciences computationnelles. Donc, je pense que dans le monde de la recherche, on va de plus en plus vers moi, je dirais, c'est même pas la multidisciplinarité. Multidisciplinarité, c'est quand on fait travailler des chercheurs de différentes disciplines ensemble. Mais on va de plus en plus vers la transdisciplinarité, en fait. Des gens qui sont vraiment, qui ont des connaissances sur au moins 2 disciplines en même temps. Et donc là, on commence à voir dans les domaines scientifiques des croisées entre le monde de la biophysique, donc les gens qui font des modèles mathématiques, comment ça marche le cerveau, et les gens qui viennent plutôt de la science computationnelle. Donc, et du coup, oui, on peut s'attendre, je pense, les prochaines années, donc des progrès là-dessus assez significatifs pour qu'on puisse développer des applications cool comme ces IA pour les batteries ou d'autres types d'applications. Mais voilà, je suis confiant. Il y a eu beaucoup de progrès. En fait, les progrès dans la recherche, ça s'est fait de manière exponentielle, en fait. Donc, depuis le début du XXe siècle, c'est comme ça. Il y a une explosion des connaissances. Donc, à un moment donné, on peut trouver la rupture qui déclenche donc la naissance de peut-être déclenchera la naissance de ces IA fortes, quoi. Moi, je l'espère parce que ça va être très utile aussi pour les recherches sur les batteries, sur l'énergie, mais aussi sur plein d'autres applications. Et je cite tout simplement un exemple dans les hôpitaux français, donc l'hôpital d'Amiens, par exemple, on a utilisé l'IA pour aider au triage des patients qui arrivaient dans les services donc des urgences. Quand il y a eu vraiment les débuts de la pandémie, donc c'était important d'avoir un outil qui puisse aider à diagnostiquer rapidement, à faire un pré-diagnostic, parce que c'est toujours le médecin qui fait le diagnostic final, des cas qui arrivaient sur les cas d'urgence pour mieux gérer en fait les lits disponibles. Donc vous voyez, l'IA aussi peut avoir des impacts très sérieux, très importants. Bon, l'énergie c'est très sérieux, très important, mais ça peut aussi impacter la gestion des aspects santé, quoi. Donc j'espère bien que la IA forte va naître bientôt, oui. Super. Alejandro, un grand merci pour cette participation et pour toutes ces infos sur les batteries, l'IA et puis ce petit mouvement d'espoir à la fin. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Et voilà. Soyez forts. Et peut-être à 2021 dans les bars. Voilà, j'espère bien. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.